Les mythes et les traditions indiennes nous disent que de grandes parties de ce continent étaient autrefois habitées par d'étranges hommes blancs. Les tribus des États actuels du Kentucky et de la Virginie occidentale ont affirmé qu'un groupe bizarre de personnes aux yeux de lune vivait autrefois dans ces endroits. Ils avaient une peau pâle et de grands yeux ronds, si sensibles à la lumière qu'ils s'aventuraient rarement dehors pendant la journée. Ils vivaient dans des villages aux maisons de pierre qu'ils gardaient farouchement. Les Indiens les ont soigneusement évités tout au long de leur histoire commune, ce qui explique les raisons pour lesquelles les collines riches et fertiles de la Virginie occidentale n'ont jamais été colonisées par ces derniers, car c'était le pays des hommes aux yeux de lune. Peu après la naissance de Virginie Dare, populairement appelée la première américaine en 1587, elle, ses parents et toute la colonie de l'île de Roanoke ont disparu dans les airs. Lorsque les navires de ravitaillement sont arrivés d'Europe, ils ont trouvé l'île déserte. Les tribus indiennes les plus proches n'étaient pas hostiles et ont également été déconcertées par la disparition massive. Le seul indice qui reste est un mot vide de sens gravé dans un arbre. Croatoan. Pendant 500 ans, les Vikings ont maintenu une grande colonie au Groenland, puis comme la colonie de Virginie, toute la population a disparu soudainement et mystérieusement. Avait-il simplement migré en masse vers l'Amérique du Nord? Les légendes indiennes sur les grands dieux blonds à la peau pâle abondent. Certains de ces dieux ressemblent à des vikings en armure, mais d'autres étaient censés porter de longues robes fluides. Les Pieutes parlent de plateaux sacrés où ces dieux résidaient dans l'Ouest. On dit qu'ils étaient équipés de baguettes magiques qui provoquaient des piqûres et induisaient la paralysie de la peau. Dans certaines légendes, ces dieux sont décrits comme ayant le pouvoir de voler. Ils chevauchaient le ciel nocturne avec de grands oiseaux de métal. Les Esquimaux, qui présentent une ressemblance intéressante avec les anciens Olmecs d'Amérique centrale, maintiennent qu'ils ont été à l'origine transportés vers le Grand Nord en oiseaux de métal. Tout comme la colonie de Virginie et la colonie du Groenland, les Olmecs ont disparu soudainement et mystérieusement. En plus du peuple aux yeux de lune et les dieux blonds, les Indiens devaient aussi faire face à des géants. Les Indiens du Delaware croient que leur tribu a vécu autrefois dans l'ouest mais a migré vers l'est. À cette époque, les terres à l'est du Mississippi étaient habitées par une race de géants qui construisaient de puissantes villes et de fortifications. On les appelait les Aligéouis. La rivière Allegheny et les montagnes auraient été nommées d'après eux. Les Indiens en migration demandèrent la permission de passer par le pays de l'Aligéoui, ce qui leur fut refusé. Les Indiens sont donc entrés en guerre contre les géants et ont fini par les chasser. Les Aligéouis se seraient enfuis vers l'ouest en descendant la rivière Ohio et en remontant le Mississippi jusqu'au Minnesota. Lorsque les hommes mortels étaient amenés à la présence des dieux dans les temps anciens, selon la mythologie, on leur tendait invariablement une coupe contenant un liquide épais et sirupeux et on leur disait de le boire. S'ils souffraient des effets néfastes de leur visite au palais des dieux, généralement au sommet d'une montagne, leurs symptômes disparaissaient dès qu'ils buvaient dans le gobelet. La première légende qui a vu le jour autour de cette ambroisie prétendait donc qu'elle avait des pouvoirs médicinaux, qu'elle était une panacée magique. Plus tard, cette légende a été grandement enjolivée. L'ambroisie était censée rendre le buveur immortel et rendait les pouvoirs divins, la capacité de communiquer directement avec les dieux. Les Grecs et les Romains croyaient que les dieux utilisaient l'ambroisie comme onguent lorsqu'ils se baignaient. Dans de nombreuses cultures antiques, les sacrifices humains étaient enduits d'huile avant que le cœur ne soit arraché. Cette pratique s'est imbriquée dans le christianisme. Les disciples du Christ le frottaient avec une huile coûteuse avant qu'il ne soit crucifié, et en fait, le nom même du Christ venait du grec Christos qui signifie l'annihilé. Son vrai nom était Yeshua, Josué. Le nom de Jésus-Christ n'a été appliqué à Yeshua que plusieurs centaines d'années après sa mort. Ceux qui se sont gavés d'ambroisie sur le mont Olympe étaient censés avoir bénéficié d'une intelligence accrue et d'une meilleure perception par la suite. Dans les cas d'ovnis modernes, de nombreux percepteurs ont subi des changements spectaculaires après leur première expérience de contact. Leur QI augmente, ils développent des capacités psychiques et ils acquièrent très soudainement de nouvelles connaissances en sciences, astronomie et ontologie. D'autres malheureusement se détériorent à la place. Ils deviennent des épaves nerveuses, divorcent de leurs femmes, perdent leurs emplois, font faillite et traversent une période très difficile. Mais les dieux anciens avaient la vilaine réputation de causer le même genre de ravages dans la vie de ceux qui avaient le privilège de les rencontrer. Se pourrait-il que le phénomène moderne des ovnis ne soit qu'une version actualisée de ces jeux anciens? Les dieux d'autrefois étaient acceptés comme résidents de cette planète. Il est inutile de supposer qu'ils sont des visiteurs venus d'une lointaine planète. Ils ont toujours été là, nous manipulant, embrouillant nos vies, s'amusant de nos croyances en matière spirituelle et surnaturelle. Les rites de nombreuses religions modernes ne sont rien d'autre que des versions légèrement modifiées des rites des anciens druides et autres cultes qui traitaient directement avec les dieux. Les fées du Moyen-Âge étaient également considérées comme des habitants de la Terre. L'une des croyances populaires était qu'elles vivaient sous les mers. Nous sommes contraints de fonder nos spéculations sur le phénomène sur les témoignages de personnes éparses qui, aussi sincères et véridiques soient-elles, ne voient que ce qu'elles sont censées voir et ne se souviennent que de ce dont elles sont censées se souvenir. Leurs voyages dans d'autres mondes peuvent être des voyages d'un tout autre genre,
produits par des gorgées d'ambroisie plutôt que par les fusées rugissantes d'une civilisation extraterrestre avancée. Même si la croyance dans les dieux des Romains et des Grecs s'est progressivement effacée, le facteur ambroisie est resté une partie intégrante des manifestations surnaturelles. Au Moyen-Âge, la majeure partie de l'Europe est plongée dans une épidémie de fées et de petits personnages. Des millions de personnes ont vu ces petites créatures et des milliers d'autres ont même affirmé avoir été kidnappés et emmenés dans leurs palais souterrains. Ces hommes sont même revenus avec des histoires bizarres d'avoir été forcés de s'accoupler avec la reine des fées, probablement pour introduire une souche humaine dans le monde des fées. Comme dans les temps les plus anciens, les personnes sélectionnées pour ces visites de palais étaient servies avec de la nourriture et des boissons. Surtout des boissons de substances épaisses et sucrées, identiques apparemment à l'ambroisie des anciens dieux des cimes des montagnes. Les universitaires, les historiens et les prêtres qui ont enquêté sur les manifestations féeriques ont finalement décidé que le petit peuple n'existait pas vraiment. Les témoins, spéculaient-ils, avaient été enchantés par une force mystérieuse. On ne savait rien de l'hypnose à cette époque et encore moins des drogues hallucinogènes, mais les volumineuses descriptions de ces épisodes féeriques indiquent clairement que les victimes ont été exposées à l'une ou aux deux. Les fluides qu'on leur a fait avaler ont peut-être été un précurseur du LSD, ouvrant leur esprit à des hallucinations complexes et brouillant leurs souvenirs de ce qui s'est réellement passé. Il n'était pas rare qu'un homme enchanté comme Rip Van Winkle rentrait chez lui en titubant, pensant que quelques heures seulement s'étaient écoulées, mais constatant que plusieurs jours, voire des semaines s'étaient écoulées depuis qu'il était entré dans le domaine des fées. Cette compression du temps est un signe certain que les victimes avaient été hypnotisées d'une manière ou d'une autre et qu'un souvenir complètement faux avait été inséré dans leur esprit pour rendre compte de la période pendant laquelle leur corps avait été utilisé d'une manière ou d'une autre par la force de l'enchantement. Il pourrait s'agir d'une forme de possession, c'est-à-dire l'occupation du corps humain par une intelligence extérieure. La foi des fées s'est éteinte après 1848 avec l'introduction du spiritisme. Les médiums spirituels tombent dans un état inconscient et livrent volontairement leur corps à des forces qui prétendent être les esprits des morts. La propagation rapide du spiritisme a rendu le vieux jeu des fées inutile. La force enchanteresse avait maintenant une armée croissante de victimes consentantes. Les descriptions des ufonautes ont été variées, allant de petits hommes de quelques centimètres de haut à des géants imposants. Mais un type est apparu plus souvent qu'un autre. Il est de taille normale, 1m75 à 1m85, et ressemble à un terrien normal, sauf que ses traits faciaux sont assez anguleux. Il apparaît souvent aux témoins comme étant d'origine orientale, avec des yeux allongés, des pommettes hautes et un teint foncé. L'un des aspects les plus ignorés de ces cas de contact est probablement aussi l'un des plus importants. Ces êtres étranges ont du mal à respirer. Ils semblent halter lorsqu'ils parlent comme s'ils souffraient d'asthme. Leur visage devient rouge avec l'effort. Lorsqu'ils bougent, ils titubent de manière incertaine, presque comme s'ils étaient ivres. Ils ont du mal à mettre un pied devant l'autre. Leurs yeux ne semblent pas se concentrer. Un de leurs œils semble désynchronisé par rapport à l'autre. Lorsqu'ils parlent, les mots sortent en phrases coupées entre les halètements, comme s'ils récitaient quelque chose qu'ils avaient mémorisé. En d'autres termes, ces mystérieux visiteurs présentent tous les symptômes d'une maladie bien connue, l'aéroembolie, également appelée les courbures. Cette respiration laborieuse est un facteur commun dans de nombreux cas de contact et dans de nombreux épisodes avec les Men in Black. Au cours de mes enquêtes sur les ovnis, j'ai recueilli de nombreuses histoires intéressantes que je n'ai jamais publiées, généralement parce que les témoins refusaient que j'utilise leur nom dans la presse. Mais il existe des témoignages documentés provenant de mes dossiers personnels. Ils avaient une étrange façon de parler, comme s'ils inhalaient, puis parlaient jusqu'à ce qu'ils aient expulsé toute leur respiration, puis inhalaient à nouveau et recommençaient à parler. D'après la description d'un officier de police adjoint de sa rencontre avec 3 hommes mystérieux en costume en 1968, ce dernier déclare « Il semblait avoir une respiration sifflante, comme un homme asthmatique. Il semblait avoir des difficultés à respirer, un de ses yeux semblait avoir un plâtre, comme un œil de verre, ses yeux ne semblaient pas bouger à l'unisson. » En 1967, un jeune père de famille de Belpré, dans l'Ohio, a eu des observations intéressantes. Peu de temps après, il a fait une brève rencontre avec 2 hommes à l'allure orientale et aux vêtements noirs. Il lui est apparu qu'ils étaient confus ou ivres et semblaient avoir des difficultés à marcher. Au printemps 1968, un Indien vêtu de noir est apparu au milieu de la nuit sur un campus universitaire du Minnesota à la suite d'une série d'observations d'ovnis. Il se comportait comme un ivrogne. En 1969, un Chinois ivre est entré en titubant dans le bureau d'un journal de l'État de New York alors qu'un journaliste était en train de taper un rapport local sur les ovnis. Il était vêtu d'un costume noir et après une longue respiration sifflante, il a réussi à dire « N'imprimez pas cette histoire ». Il a titubé, se cognant contre les meubles, le journaliste l'a immédiatement suivi, mais la rue à l'extérieur était complètement déserte. Les dieux des peuples anciens étaient-ils en fait des ufonautes jouant des jeux étranges ? Les descriptions des dieux antiques correspondent aux descriptions modernes des ufonautes et ce problème apparent d'aéroembolie peut expliquer pourquoi les dieux ont toujours choisi de s'installer au sommet des montagnes. Ils sembleraient préférer les endroits où l'air est moins dense et peut-être où le risque d'aéroembolie n'était pas si grand.
Dans de nombreuses régions du monde, les gens croient encore qu'il y a des dieux dans les montagnes, des Andes en Amérique du Sud au Tibet. Les Indiens Paiutes d'Amérique du Nord ont des légendes sur des dieux blonds aux cheveux longs et aux doigts longs qui vivaient sur des plateaux sacrés. Les Indiens qui se sont aventurés dans ces régions étaient paralysés par les tubes de métal que ces dieux brandissaient. Les Hopis et les Navajos pensent que leur dieu, le peuple Kachina, se déplace dans des objets aériens lumineux et réside dans les montagnes de San Francisco. Il existe de nombreux rapports décrivant des ufonautes vus portant un casque ou un appareil respiratoire quelconque. Ces récits décrivent un simple tube passant par le nez de l'ufonaute à des casques spatiaux élaborés fixés à des réservoirs portés sur le dos. Il y a au moins 2 photographies d'ufonautes portant un casque. L'une a été prise par un ingénieur nommé Monguso dans les montagnes italiennes en 1952. Malheureusement pour lui, ces photos étaient trop claires, il a été accusé d'un canular et a même perdu son emploi après avoir diffusé les photos. L'autre a été prise par un pompier en Angleterre dans les années 1960. Il a pris une photo de sa fille dans un parc près d'un laboratoire atomique et lorsque le film a été développé, il y avait l'image d'un grand homme en combinaison spatiale blanche avec une sorte de casque sur la tête. Un homme que personne n'avait vu au moment où la photo a été prise. Si ces photos sont authentiques, et il y aura toujours des doutes à ce sujet, elles confirment l'argument selon lequel certains ufonautes ont besoin d'aide artificielle dans notre atmosphère. Si le soufre et le sulfure d'hydrogène sont des composantes importantes de leur atmosphère, d'où pourraient-ils venir? Peut-être que le seul endroit de notre système solaire riche en sulfure d'hydrogène est le centre de la Terre elle-même. Et si quelqu'un se promène là-bas, il est sous une très forte pression. S'il remontait brusquement à la surface, il prendrait les virages comme un pilote de haute mer. Depuis 1944, un grand nombre de personnes croient que les soucoupes volantes et les ufonautes viennent du centre de la Terre. Il y a même des gens qui prétendent avoir visité les cavernes profondes peuplées par ces êtres mystérieux, des êtres qui nous ressemblent beaucoup, à l'exception près de leurs traits orientaux. Au cours des dernières années, un certain nombre de psychiatres, de médecins et de scientifiques ont discrètement rassemblé des preuves empiriques qu'une force dont l'origine et le but nous restent inconnus a le pouvoir de produire l'amnésie, et d'autres effets encore plus horribles. Habituellement, nous entendons parler de ces incidents par accident. Il est impossible de savoir combien de milliers de personnes ont pu être temporairement enlevées et examinées au cours des dernières années. Cela pourrait vous arriver sur le chemin du retour d'une fête. Vous pourriez alors vous réveiller le lendemain matin dans votre propre lit, perplexe, parce que vous ne vous rappelleriez plus de rien du tout de ce qui s'est passé depuis le départ de la fête. Mais vous décideriez naturellement que vous avez probablement trop bu et vous l'oublierez. Le concept de la soucoupe volante n'est qu'un cadre de référence, comme les cavernes secrètes des fées à une époque antérieure. Les soucoupes volantes ne sont peut-être pas plus réelles que les cavernes légendaires, mais elles peuvent devenir réelles si vous y croyez assez fort. Depuis une quarantaine d'années, un petit groupe d'évangélistes a fait de la propagande involontaire pour le phénomène en essayant de convaincre le reste du monde que les soucoupes volantes sont de véritables vaisseaux spatiaux provenant d'une planète lointaine. Les personnes qui se livrent à des croyances spiritualistes, à la sorcellerie, à la magie noire et à une douzaine d'autres cadres de référence vivent également ces rêves de type médical et ces sortes d'amnésie lacunaire. La véritable source de ces phénomènes s'est cachée derrière tous ces cadres de référence en créant des manifestations visant à soutenir chaque cadre et à faire avancer chaque ensemble de croyances particulier. Elle, la source, peut ainsi vaquer à ses occupations mystérieuses sans entrave pendant que nous cherchons tous en vain des visiteurs venus de l'espace. Nous savons maintenant qu'il y a des forces sur cette planète qui peuvent être invisibles à nos pouvoirs de perception limités. Ce sont des boules d'énergie qui peuvent prendre n'importe quelle forme, créer n'importe quel système de croyance, déformer notre réalité comme bon leur semble. Ce sont les Watchers qui font partie de ce que H.G. Wells a appelé WOW, Wing Over the World. Ils ont probablement observé les premiers Homo sapiens, mâles et femelles, grattant leurs corps infestés de puces. Ils ont séparé ces primitifs en chefs et en disciples et leur ont donné des obsessions et des compulsions pour détruire leur vie simple. Dans les années 80, les médiums de transe des anciennes séances de spiritisme ont été remplacés par des canaux. Alors que les entités communicantes de la fin des années 1800 s'étaient faites passer pour des Indiens, des Tibétains et des Atlantes, il y a eu un grand engouement pour l'Atlantide perdue au tournant du siècle. Les canaux modernes étaient soi-disant des êtres de l'espace, bien que l'une des plus populaires était une femme qui se pavanait sur la scène en prétendant être une Atlante vieille de 30 000 ans, débitant une philosophie juvénile. Les adeptes ont afflué sur les chaînes et dans certains cas, les ont inondés d'argent. Mais tout cela n'est qu'un vieux jeu fatigué, relancé en grande partie par une star du cinéma, Shirley MacLaine, qui s'est fourvoyée dans des notions occultes un peu floues, comme la réincarnation, les cristaux et toutes les bases de la sorcellerie. Elle a emmené son spectacle sur la route et plusieurs milliers de personnes ont payé 300 $ par pièce pour entendre son message. Les gens qui avaient manqué la grande explosion psychique des années 60 et au début des années 70 ont maintenant adopté le New Age. Les religions païennes ont également connu une popularité plus grande que jamais. Les victimes économiques de l'inflation, du chômage et du grave déclin des industries américaines se sont tournées vers la sorcellerie et la magie dans l'espoir de pouvoir d'une manière ou d'une autre manipuler les forces invisibles qui sont la cible de chaque prière et incantation.
Aujourd'hui, il existe des magasins dans tout le pays qui vendent les choses nécessaires au rite païen. Il est clair que nous entrons dans une nouvelle ère de la magie alors que les religions conventionnelles s'en vont. Les anciens se révèlent lentement à nous. Ce qui était autrefois un savoir interdit est maintenant connu de millions de personnes. Même nos scientifiques, ces pauvres arriérés, reconnaissent la présence de ces forces. L'ère industrielle touche à sa fin et la science redécouvre la magie. La violence traque la planète entière. La malhonnêteté et la corruption s'emparent de nos gouvernements en déliquescence. Nos écoles sont devenues des entrepôts pour les enfants qui, grâce à la campagne terroriste du Pentagone, ont perdu tout intérêt pour notre société fragile. Mais est-ce la fin des temps? Ou y a-t-il un nouveau départ quelque part dans un avenir proche? Lorsque les Irlandais ont découvert le petit peuple, ils ont fondé une toute nouvelle sous-culture basée sur l'expérience directe de personnages fiables. De même, l'apparition des ovnis au début des années 1950 a conduit à la création d'un tout nouveau système de croyances. La plupart de ces premiers contacts étaient des gens simples, des agriculteurs, des femmes au foyer, des ouvriers d'usine et des chercheurs quasi mystiques. Bien que la majorité d'entre eux soient à peine alphabétisés, ils ont souvent passé des mois, voire des années, à écrire des livres sur leur expérience. Dans de nombreux cas, ces livres étaient même prétendument dictés par des entités aux cheveux longs. Leur dévouement était fanatique et beaucoup d'entre eux ont subi des difficultés incroyables pour faire passer leur message. En général, ces livres trouvaient un public de quelques centaines de personnes et étaient rapidement oubliés. Un thème récurrent dans cette littérature décalée des années 1950 était la prophétie, selon laquelle nous étions sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Une époque où l'occultisme, les planches de Ouija, les cartes de tarot et l'astrologie allaient connaître une véritable ruée. Cette prédiction semblait manifestement ridicule en 1955, alors que nous étions au milieu d'un matérialisme total et que nous étions préoccupés par l'expansion de notre société technologique. Néanmoins, des groupes New Age ont surgi dans le monde entier, publiant des bulletins d'information remplis de messages du peuple du ciel et de prophéties du Brave New World. Les années 1960 sont devenues l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, non pas parce que le monde a de nouveau embrassé l'occultisme, bien qu'il l'ait fait, mais parce que les mystérieuses intelligences d'un autre monde ont commencé à se croiser avec les nôtres, comme elles l'avaient fait dans les temps les plus anciens. Leur influence sur la condition humaine était étendue et subtile. Elle a engendré une toute nouvelle génération qui a commencé par la culture et la musique, tout comme les anciens gens du ciel ont influencé la culture primitive et introduit l'art, les contes et même la danse. Les expérimentateurs du LSD ont découvert qu'ils pouvaient parfois induire des hallucinations identiques aux visions des premiers mystiques et contacteurs. L'effrayante culture de la drogue a fait irruption sur la scène. À Liverpool, les Beatles ont révolutionné la musique presque du jour au lendemain. Porter les cheveux longs en 1964 semblait stupide pour la plupart d'entre nous. Mais en 3 ans, les cheveux longs étaient devenus l'insigne de toute une génération. La tenue vestimentaire excentrique est devenue la norme. Un nouveau type de conformisme non conformiste a balayé la jeunesse du monde entier, s'étendant de l'Angleterre jusqu'à l'arrière du rideau de fer. Simultanément, toujours en 1964, les observations d'OVNI ont augmenté de façon phénoménale partout dans le monde. Une nouvelle race de contacts est apparue. Les Sky People aux cheveux longs arrêtaient désormais les avocats, les médecins, les fonctionnaires, les policiers et les journalistes sur des routes secondaires désertes. Contrairement à leurs prédécesseurs loufoques, la plupart de ces nouveaux contacts sont restés relativement silencieux. Quelques-uns, comme un éminent physicien de Californie qui a été contacté en 1966, ont essayé d'appliquer rationnellement les enseignements des gens du ciel. Des groupes de personnes instruites intéressées se sont rassemblés discrètement dans les campus des universités et des instituts d'enseignement supérieur, échangeant des nouvelles du peuple de l'espace. Il a fallu un certain temps à la presse pour comprendre ce qui se passait. Le barrage n'a pas éclaté avant mars 1966, lorsqu'enfin la multitude d'observations d'OVNI a commencé à faire la une des journaux partout. Les soucoupes volantes sont redevenues une merveille. Les magazines nationaux comme Look et Life étaient remplis d'histoires sur les ovnis. Pendant ce temps, les prédictions des groupes New Age des années 1950 se réalisaient. Des millions de personnes ont commencé à explorer la littérature psychique et occulte après avoir observé des ovnis et vécu des expériences psychiques de leur cru. En 1970, les planches de Ouija se vendaient mieux que les jeux de Monopoly. Les observations et les incidents de soucoupes volantes sont restés à un niveau record de 1964 à 1968, puis ils ont semblé disparaître. Pendant cette période, les contacts avec les ovnis ont atteint un niveau sans précédent. Beaucoup de personnes qui ont vécu ces expériences ont montré des changements de personnalité et de style de vie particuliers. Certains ont divorcé de leur femme et ont abandonné leur carrière. Certains se sont convaincus qu'ils étaient eux-mêmes des gens de l'espace, comme le professeur de lycée de Virginie occidentale qui a sobrement informé ses élèves qu'il était en réalité un Vénusien, ou le policier du Nebraska qui a sacrifié une carrière prometteuse après son expérience avec les ovnis.
Sur un plan plus tragique, on a constaté une augmentation du nombre de meurtres et de crimes commis par des personnes qui prétendaient que les gens de l'espace leur avaient ordonné de le faire. Des multitudes de jeunes gens marchaient vers un autre idéal, rejetaient le matérialisme de notre société, partaient vivre dans des grottes sur des îles méditerranéennes ou dans les forêts du Canada. Des lycées et des collèges de tout le pays ont mis en place des cours de sorcellerie et d'occultisme. La magie noire et même le satanisme ont remplacé la mode collégiale d'antan. Les jeunes de 14 ans discutent sérieusement de la réincarnation et de leur vie passée. Hommes et femmes s'acceptaient ou se rejetaient selon leurs signes astrologiques. Toutes ces choses se sont passées à l'unisson au cours d'une seule décennie épique. Nous avons pris collectivement conscience des dommages horribles que notre technologie fait subir à notre planète. Les premiers contacts avec les ovnis avaient été avertis de ce fait. Des mouvements frénétiques tels que le Woman Libs, les droits civils et la révolution sexuelle ont tous commencé à faire des percées pendant cette période, modifiant considérablement notre structure sociologique et produisant des réformes politiques. Chacun de ces mouvements a eu ses prophètes et ses visionnaires et ses dirigeants illuminés. Le terme conscientisation est devenu une partie de notre nouveau vocabulaire. Tout cela est-il accidentel et fortuit ? Ou sommes-nous en train de vivre une répétition de l'histoire ? Non pas l'histoire physique, mais l'histoire spirituelle. Les mythes et les traditions religieuses de l'humanité démontrent que l'armée des Sky People a entraîné de grands changements, souvent en très peu de temps. À certaines époques, ces changements ont été les plus néfastes. Nous n'avons pas la perspective historique nécessaire pour revenir sur les années 1960 et peser avec précision tous les mérites de la révolution qui a eu lieu. Mais il semble bien que l'arrivée de la grande vague d'OVNI de 1964 à 68 ait été inexorablement liée aux nombreux changements de cette période. L'évolution semble s'être inversée. Les systèmes éducatifs s'effondrent dans le monde entier. L'analphabétisme augmente si vite qu'il est difficile de le mesurer. Les personnes qui ne savent pas lire sont bien sûr coupées du passé, de l'histoire, des pensées et des perceptions des grands esprits, de l'art et de la culture, de tout ce qui a un sens. Nous devenons une race d'animaux ne vivant que pour l'instant, sans vocabulaire, parlant par grognements et bruits gutturaux comme les hommes des cavernes. En 1987, nous étions 5 milliards. Dans moins de 20 ans, nous serons 10 milliards. 10 milliards d'animaux sans éducation qui se battent pour la nourriture et s'entretuent sans aucune raison. Les années 70 ont été appelées la décennie du moi, parce que l'égoïsme et la cupidité ont soudainement été acceptés comme des qualités. Cette obsession de soi était encore plus destructrice que la manie de la pensée positive qui a balayé les années 50 et a détruit le raisonnement critique, une capacité très importante et nécessaire dans le monde moderne. En 20 ans, nous sommes devenus un groupe dépourvu de toute faculté critique, entièrement dévoué à ses propres intérêts. Il était tout à fait naturel qu'il y ait une recherche frénétique de croyances réalisables dans les années 80 et 90. Les canapés superficiels et irréfléchis de l'ère de la télévision ont besoin de quelqu'un d'autre pour leur dire quoi faire et ils n'ont pas la capacité de raisonnement critique pour juger de la validité des systèmes de croyances qu'ils poursuivent. Nous sommes des robots biochimiques contrôlés par des forces qui peuvent brouiller nos cerveaux, détruire nos souvenirs et nous utiliser comme bon leur semble. Ils nous le font depuis toujours. Nous sommes pris dans une partie de poker qui se joue avec des cartes marquées. Dans les dernières années de ce siècle, nous sommes comme le joueur invétéré qui, lorsqu'on l'informe que le jeu est truqué, hausse les épaules et dit « Je sais, mais c'est le seul jeu qu'il y a en ville ».